On va s'intéresser au paiement électronique, à leur sécurité, mais à une directive surtout qui est censée changer pas mal la donne. Cette directive, elle s'appelle plus communément la DSP2, peut-être vous en avez entendu parler. Depuis janvier 2018, elle est censée s'appliquer à tous les pays membres de l'Union européenne, mais on a encore du mal à en voir concrètement les effets. Alors ce sera le sujet de notre talk avec Grégoire Bourdin, président de iPay, FinTech européenne, qui propose des solutions de paiement aux TPE, PME et marchands. Et également Olivier Lefebvre, directeur paiement et cash management au sein du cabinet de conseil expert en finance, Asana Consulting, qui appartient au groupe Finegan. Alors, on va démarrer avec une mise en contexte, Grégoire Bourdin, s'il vous plaît. Donc, je spécifie que l'entrée en vigueur pour l'Union européenne remontait à janvier 2018. On en est où aujourd'hui en 2021 ? Oui, alors d'abord, elle est d'application progressive. 2018, elle a été votée en 2016. Il y a eu certains... En fait, il y a pas mal de chantiers dans cette DSP2 et qui se sont étalés sur les 3 ans dernières, avec notamment un chantier autour des contacts entre les différents comptes bancaires, informations partagées entre comptes bancaires, et puis surtout, en tout cas pour ce qui m'intéresse, un gros morceau sur les paiements digitaux, avec une première échéance en septembre 2019 qui visait à changer. En fait, c'est à la fois un changement de règles et un changement de technologie. Concernant les règles, on était habitué au SMS qui permettait de sécuriser la transaction des paiements digitaux. Et maintenant, on passe à d'autres systèmes et à une autre logique réglementaire à partir de 2019. Pour avoir une authentification plus forte, en fait, du propriétaire de la carte. Oui, plus souple. De la carte bancaire qui sert à réaliser l'achat. Tout à fait. Quelle est votre analyse, Olivier Lefebvre, quand on entend qu'effectivement cette directive peine à s'imposer aujourd'hui en France ? On va s'intéresser à la France. Qu'est-ce qui se passe ? Comme vient de le dire, comme on vient d'en parler juste à l'instant, ça a été très long. Déjà, il y a bien sûr, il y a toute la partie, on va dire, étatique de ces différentes validations qui doivent être faites avec le temps. Et puis après, il y a effectivement le monde des banques, qui est un monde quand même très particulier pour l'application. Mais ils ont participé quand même à l'élaboration de cette directive, j'imagine, et aux négociations avec le Parlement européen. Ouais. Mais bon, après, en fait, il y a eu un changement de règle. Donc tout ça, l'objectif, c'est la protection du consommateur. Oui. Auparavant, en fait, la logique voulait que ce soit plutôt du côté du marchand et de la banque du marchand que la décision ultime du niveau de sécurité à appliquer se fasse. Et la DSP2 change ça, c'est un changement de paradigme. Maintenant, c'est la banque émettrice et donc du côté du consommateur qui va décider quel est le niveau de sécurité qu'on applique. Ça semble plus logique, en fait, que ce soit quand même la banque qui soit en charge de la sécurité de la transaction. C'est mieux. On est d'accord. Logique. Le risque étant, par contre, que ça défluidifie les parcours de paiement, on va dire ça comme ça, et que ce soit de plus en plus compliqué d'acheter, puisque si on se place du côté de la banque du consommateur, si celle-ci prend un risque financier, elle va plutôt avoir tendance à rajouter des barrières. Et donc des SMS, des codes dans tous les sens, une connexion à l'application mobile du consommateur, qui font à chaque fois que le taux de succès de la transaction va baisser. Et quand bien même on est tous contents en tant que consommateur que ce soit sécurisé et d'avoir une garantie si jamais il y a un problème, une fraude ou autre chose, on n'aime pas non plus passer, 10 minutes à acheter quelque chose ou qu'à la fin ça tombe en échec parce que, il y a un problème technique. Quand on est sur la plupart des sites qu'on pratique aujourd'hui, c'est quand même des marques de premier plan. Il n'y a quand même pas forcément beaucoup de risques de fraude. Et donc, on aime bien que ça se passe de façon la plus fluide possible. Oui, donc c'est un compromis à trouver entre la fiabilité de la transaction, sa sécurité, et la fluidité du parcours d'achat. Exactement. Et ça se fait aussi, et c'était un peu l'idée, je pense, au départ, sur cette directive, de rajouter des doses de technologie, notamment par exemple biométriques, qui font que ça renforce, mais sans que ce soit désagréable pour le consommateur, ou en tout cas compliqué, si ce n'est désagréable. Alors, quand même, pour les établissements financiers, pour les banques, c'est plutôt intéressant, a priori, pour elles, d'avoir la main sur la sécurité de la transaction, parce qu'aujourd'hui, elles sont quand même soumises à des remboursements lorsqu'il y a des fraudes qui sont déclarées par les consommateurs. Donc, elles pourraient aussi réaliser des économies si ces transactions étaient davantage sécurisées. C'est le nerf de la guerre, clairement, puisque la DSP2, on parle à travers des outils, mais on parle aussi de l'authentification forte. Et on va même dire aujourd'hui authentification très forte, oui. Puisque la fraude, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. On la vit à travers nos achats. Et effectivement, les banques ont un intérêt de plus en plus fort à ouvrir tous ces systèmes pour les rendre encore plus sécurisés, oui. Et permettre derrière que, comme on vient de le dire, les achats se passent le mieux possible avec très peu
de fraude est tiré plutôt vers le bas. Donc plus les Donc c'est banques, leur intérêt. Alors pourquoi ça reste une contrainte? Pourquoi ça freine? le frein est certainement, il est divers et varié, mais on va surtout parler peut-être d'ouverture. On parlait de l'ouverture du marché. On peut faire un parallèle un petit peu. C'était comme au temps du début des Minitel et pour arriver au paiement depuis nos téléphones ou nos montres connectées. Il y a une évolution technologique et l'évolution technologique à travers la DSP2, à travers les applications qui ont été et qui sont ouvertes maintenant pour renseigner, aider, transmettre de la donnée et puis sécuriser les paiements, font qu'il y a une adaptation à faire et que cette adaptation doit se faire au mieux, au plus vite, et puis dans le sens du consommateur et du commerçant. Parce qu'en fait, cette DSP2, elle a eu un grand succès à mon goût, c'est d'avoir ouvert un travail collaboratif entre la banque, le commerçant, la sécurité, renforcer les travaux ensemble et sécuriser au maximum. Donc tout le monde y trouve un point de vue important. Si tout le monde se met autour de la table, comme on le fait aujourd'hui, à vous expliquer cette importance de la sécurité. Maintenant, voilà, c'est des décisions, c'est des investissements lourds. Il y a des choses qui ne sont pas tout le temps faites en temps et en heure parce que c'est aussi une complexité de changer un mode de fonctionnement. Et quand je reviens à l'histoire du Minitel jusqu'à aujourd'hui nos téléphones, qui aujourd'hui, nos parents diraient, bah oui, je peux faire des paiements avec mon téléphone en ayant connu le Minitel. Et on n'est pas dans une vie très très lointaine. Donc il y a une évolution technologique importante, il y a un changement d'approche. Il y a aussi les commerçants qui doivent comprendre aussi l'importance de ces services, des nouveaux services. Et puis le traitement de la donnée à travers ces services qui est aussi importante. Parce qu'à travers la DSP2, on vient parler aussi un petit peu de la réglementation sur les données, la RGPD. Absolument. Alors avant d'aller là-dessus, vous avez quand même dit quelque chose, c'est que ça ouvre aussi le marché aux fintech. Puisque cette directive européenne, non seulement elle s'occupe de sécurité, mais elle permet aussi d'apporter de l'innovation dans les modes de transaction et les paiements. Vous faites partie de ces fintech. Oui, donc c'est notamment cette directive sur les services de paiement crée également les établissements de paiement qui sont, donc ce qu'est AIP d'ailleurs, donc une licence réglementaire pour gérer des flux d'argent. Donc on se rapproche du métier des banques sans en être une, et donc on va... Alors, une mini-banque, on va... Donc cette directive, elle est plutôt favorable à l'innovation. Elle ouvrait cette possibilité de créer des sociétés qui ne soient pas au niveau de la complexité d'une banque, avec toutes les problématiques qu'on imagine, y compris sur la partie crédit, sur les fonds propres, donc un peu nécessaire d'avoir vraiment de gros investissements. Ça permettait de créer des sociétés plus petites, focalisées sur les paiements, c'est-à-dire qu'AIP ne fait pas de crédit. On est là juste pour faire transiter les fonds, ce qui est déjà un métier en soi, mais c'est un peu plus concentré. Et ça permet de créer des pure players dans ce secteur, à la fois réglementaire et technologique. Ça s'applique comment concrètement ? Va falloir changer un peu les compétences au sein des établissements bancaires ? Parce que si on voit arriver des fintechs, ça veut dire qu'il faut avoir des compétences technologiques nouvelles ? Alors bien sûr, de toute façon ça, la finance, mais depuis longtemps, et les banques l'avaient bien détecté, c'est vraiment un élément technologique important, c'est la rencontre entre la technologie et la réglementation et la gestion du risque en fait, donc tout ça, faut voir à chaque fois. Donc là, cette montée en compétence, ça y est, elle est faite au sein des banques ? Pas, c'est toujours en cours, mais même, c'est une évolution permanente avec le secteur. C'est toujours un balancement entre techno et risque. Les fintech en général sont plutôt quand même de culture tech au départ, mais elles doivent appréhender le risque de façon complète, et les banques, elles, doivent monter en compétence sur la techno sans forcément prendre plus de risques. Donc c'est des choses qui sont en cours et qui progressent régulièrement, mais les équipes techno des banques sont assez importantes déjà aujourd'hui. Donc c'est peut-être plutôt le côté innovation qui peut faire la différence, et l'agilité surtout, et c'est là où... alors j'en parle parce que je le connais bien, c'est là où on a un bon avantage, nous. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus petit, on a moins de moyens d'investir, mais du coup on est plus agile. Et donc, on va plus vite trouver des nouvelles solutions que les banques vont mettre beaucoup plus de temps à adopter, notamment parce qu'elles vont faire... Qu'est-ce qu'on peut présenter concrètement comme type d'innovation dans les transactions, dans les nouveaux modes de paiement ? Vous qui analysez le marché au quotidien. Il y a tellement de nouvelles choses qui sont apparues sur le marché dont on se rend presque aujourd'hui plus compte. Tout simplement, les fintech ont amené des choses qui sont parfois incroyables, mais on se dit c'est incroyable, mais en fait c'est tout simple. Les premières fintech qui sont arrivées étaient des agrégateurs de comptes sur lesquels on pouvait se connecter quand on avait plusieurs comptes pour faire quelque part comme un trésorier dans un grand groupe. Ouais. Juste récupérer 4 comptes sur une application. On se dit, c'est génial, mais aujourd'hui ça existe parce que la DSP2 et l'ouverture des fintech a ouvert cette opportunité-là. Après, on a rajouté une couche de paiement. C'est génial, on peut passer sur mes 3 comptes ou 4 comptes, je peux faire mes paiements sans rien. On parle de paiement fractionné, qu'est-ce que c'est ça, le paiement fractionné ? Le paiement fractionné, c'est le nouveau... on va pas dire que c'est le grand jeu du moment, mais c'est effectivement offrir... Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de difficultés avec les prêts.
On parlait de crédit, on parlait de prêt, il y a à la consommation notamment, où des gens se sont endettés. Voilà, il y a des règles qui sont arrivées sur le marché. Le paiement fractionné permet, pardon, pour des petits montants, de pouvoir étaler la dette. Ce qui fait que on est entre deux mondes. On est entre le monde de je peux acheter un lave-vaisselle relativement facilement et le payer en 4 fois. C'est l'équivalent du crédit? C'est clairement du crédit, entre guillemets, déguisé sur des solutions un petit peu étalées dans le temps. Voilà, on se fait. Mais en quoi c'est déguisé, en quoi c'est différent? C'est pas très différent, c'est juste le mot qui dit crédit, crédit, on Oui, il y a dit une paiement histoire étalé. de nombre d'échéances aussi. C'est-à-dire qu'en dessous de 4 échéances, c'est du faux crédit, c'est-à-dire que c'est 4 paiements étalés. D'accord. Donc ça, c'est des acteurs comme Alma, par exemple, aujourd'hui. Et puis, historiquement, on avait du vrai crédit à la consommation, où on peut aller jusqu'à 10 fois et plus, avec BNP Personal Finance, par exemple, ou des acteurs comme Monet. Donc, c'est pas un sujet nouveau en termes d'usage. Par contre, ces fintechs type Alma, Pledge, par exemple, ont vraiment travaillé le parcours et c'est beaucoup plus fluide pour les consommateurs. Et je pense que c'est ça qui fait que ça prend, dans une situation aussi économique peut-être, où les gens sont rassurés sur des gros paniers moyens, de pouvoir étaler un achat de 1 000 € pour un matelas ou un lit en 4 fois sur 4 mois. Il y a aussi le système de De façon payer simple. que ce qu'on garde. Il y a quand même des nouveaux services Oui, alors qui de sont renvoyer, ça arrivés c'est des autour sujets, du notamment paiement. par rapport aux ventes privées, effectivement, où on achète beaucoup de choses pour tout de suite attraper le stock, et puis on va renvoyer les tailles qui ne nous vont pas dans les semaines qui viennent. Donc ça, nous, on le vit beaucoup, on voit beaucoup ça au moment du Black Friday, Ouais. en fin d'année par exemple, où on a des pics avec beaucoup de commandes, et des remboursements dans les semaines qui suivent assez importants. Ça, c'est absorbable en termes de gestion ou ça rend vraiment beaucoup plus complexe le travail des e-commerçants? Alors plus complexe, mais ils sont très contents parce que ça fait des pics de vente. Et à la fin, de toute façon, s'il faut envoyer 3 produits pour en vendre un, je crois qu'ils Ils sont quand même préfèrent gagnants. ça Ouais. que de ne pas les vendre. Et ça pose pas de questions réglementaires? Non. En fait, tout ça est fait dans un contexte Réglementaire. Alors il y a un risque financier, hein, évidemment, puisque si jamais il y a un problème entre le moment où l'achat se fait et l'achat final, il y aura forcément un risque financier, mais c'est couvert par la DSP2 notamment, et c'est couvert par les liens entre les banques et les marchands. Qu'est-ce qu'il est fait de toutes les données de paiement aujourd'hui? Qui les garde, qui les conserve? Qu'est-ce qu'on en Sont fait? la propriété des marchands quand même, hein, et des banques d'une certaine façon, mais les données personnelles, elles, sont propriété d'abord de la personne dont on parle, mais elles sont quand même bien sûr sécurisées encore plus quand on parle de données personnelles sur l'argent. Donc il y a la RGPD+, on va dire une certaine forme de secret bancaire, qui font que... Ça veut dire que cette directive européenne, elle va sécuriser la transaction, mais en revanche, elle n'a pas d'intervention sur la sécurité de la sauvegarde des données? Parce que la RGPD couvre ce sujet. Donc il D'accord. n'y avait pas besoin d'en rajouter une couche. Après, nous, on l'exploite pour apporter des services aux consommateurs et aux marchands, qui est notre client, de façon à pouvoir l'aider dans la gestion de sa fraude, mieux justement appréhender ce risque pour en déterminer des choses en matière d'authentification, par exemple. Donc essayer de... Si on fait un calcul en temps réel du risque de la transaction, si celle-ci s'avère peu risquée, on va mettre peu de barrières à l'achat. Et l'inverse est vrai aussi, puisque si c'est à minuit avec une carte bancaire, je ne donnerai pas de pays parce que c'est pas le sujet, avec des montants importants, on va plutôt avoir tendance à bloquer complètement la transaction. Donc ces données permettent de faire ça, et elles permettent aussi de mieux Donc là, c'est comprendre... de la gestion de la data en amont pour faire de l'analyse de risque intelligente. Et puis de mieux comprendre les comportements des consommateurs au moment du paiement, et d'aider le marchand à savoir ce qu'il propose, d'autres moyens de paiement que la carte, du paiement fractionné par exemple. Si on voit qu'on a beaucoup d'échecs sur des paniers de taille significative, on va lui préconiser de mettre en place une solution de paiement fractionné par exemple. Quelle est l'efficacité aussi de ces nouvelles mesures, de ces nouveaux règlements sur la limitation de la fraude? Ça a ouvert quand même ça a renforcé, on va dire aujourd'hui, beaucoup de choses, parce que il faut toujours remettre en face que toutes ces informations-là, elles sont pour le consommateur. C'est la première chose. Après, il y a les vendeurs, et puis toutes ces données qu'on conserve et qui sont soit conservées côté les notes. Déjà, on peut mieux gérer nos données, parce qu'il y a cette règle. Oui. Et puis d'un autre côté, on sait aussi ce qu'on fait quelque part. Et l'engagement qui est pris par toutes les e-commerce aussi, de gérer les données, de pouvoir revenir. On peut parler aussi à travers ça de tous les changements au niveau des cookies, puisque maintenant, quand vous allez sur les sites, vous voyez qu'il y a une nouvelle norme aussi sur accepter ou non les cookies pour savoir ce qu'on va laisser comme données. Donc c'est important de se dire qu'on peut plus facilement aujourd'hui identifier ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on faisait avant. Et puis aussi, les commerçants aujourd'hui ont une possibilité aussi, comme on vient de le dire, de pouvoir mieux gérer ou pouvoir mieux orienter les choix ou les motifs de paiement et les choix de paiement. Donc aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus... moi, je trouve que c'est beaucoup plus sécurisé par rapport à avant. Moi qui commande beaucoup de choses sur Internet avant et qui en commande maintenant, je me sens beaucoup plus serein
Et on est plus facilement joignable, si je peux dire ça comme ça, avec les téléphones quand il se passe quelque chose sur votre compte. Ça m'est déjà arrivé d'être dans les transports en commun en parisien et d'avoir un contre-appel, entre guillemets, pour se dire « je suis en train d'acheter quelque chose chez Boulanger ». Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avant, on hésitait à transmettre le numéro de sa carte bancaire sur un site. Aujourd'hui, c'est une pratique absolument généralisée, donc ça crée un volume impressionnant de transactions, et c'est là où ça devient complexe de tout protéger. Parce que je voudrais qu'on revienne à la technologie d'authentification forte qui est exigée par cette directive européenne. Donc, elle exige qu'il y ait 3 niveaux, c'est ça, d'authentification. Est-ce que ça garantit, selon vous, une sécurité maximale ? 3 niveaux, en tout cas, elle doit réunir quelque chose qu'on sait, quelque chose qu'on détient ou quelque chose qu'on est. Donc, ça peut être un code. 3 preuves de notre identité. 2 sur 3. 2 sur 3. Et donc, ça peut être du biométrique, ça peut être un code connu, et puis ça peut être quelque chose qu'on détient, comme une carte. Ou un téléphone. Physique, ou un téléphone, effectivement. Donc, il faut réunir ces éléments-là. Est-ce que ça vous semble aujourd'hui essentiel ? Parce que ce n'est pas le cas. Hein, quand on valide aujourd'hui sa transaction par un SMS, en fait, on utilise le même outil, c'est un peu la puisque c'est le smartphone. Ouais. C'est ça qui est remis en question aujourd'hui par la directive européenne. On utilise 2 fois le même outil d'authentification, finalement. Voilà. Mais bon, ça va reste quand disparaître. même plutôt fort. À terme, oui, le SMS est censé... C'est censé avoir disparu depuis quelque temps, mais est-ce que ça va disparaître ? Je crois qu'on est encore en France. Alors ça, c'est pays par pays. Je crois que c'est dans 2 ans pour l'instant. Ah, c'est encore repoussé à 2 ans. D'accord. Mais voilà, pour passer sur les authentifications in-app dans les téléphones portables. Mais à vous poser la question sur le taux de fraude, je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est trop tôt pour le dire. Tout n'est pas encore, tout ne tourne pas, tous les flux de paiements digitaux ne tournent pas sur la DSP2 aujourd'hui. Donc on va voir ça dans le temps. Les concurrents, finalement, des banques, ce n'est pas forcément nos petites fintech européennes, je dis petites, pardon, mais nos fintech françaises européennes. C'est peut-être davantage les portefeuilles wallet des géants américains. Ça fait partie, effectivement, de tous les modes de paiement. Donc, quand on parle de la DSP2, on parle des modes de paiement et des paiements au pluriel. Donc, il y a énormément de choses qui arrivent. Effectivement, les wallets sont effectivement ceux qui pointent leur bout de nez. Les GAFA aussi sont en train de se lancer. Ils ne sont pas tous lancés, mais ils y vont aussi. Donc, on voit des messages très clairs d'Apple qui expliquent que les règles vont changer, que ça va devenir beaucoup plus compliqué de réaliser une transaction parce que davantage sécurisé. Et donc, il y a une façon simple de le faire, c'est avec Apple Pay. Exactement. C'est ça aujourd'hui l'argument. Hein. Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, d'autres, mais effectivement, ceux qui ont le main sur le téléphone... Un des principaux risques de cette directive européenne ? Alors, risque, en tout cas, nous, on propose Apple Pay, et ça ne change pas grand-chose, c'est un moyen de paiement parmi d'autres. Mais ça va ne faire que l'imposer davantage. En fait. C'est-à-dire que ça n'enlève rien à carte bancaire, Visa, Mastercard. En tout cas, c'est bien une carte de paiement classique qui est derrière, c'est juste une autre façon, au lieu de saisir les 23 chiffres un peu laborieusement. Mais enfin, qui devient le propriétaire de la donnée ? Qui devient maître de la transaction ? Donc, effectivement, clairement, les big tech deviennent très importants, mais oui. Effectivement, mais là, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus rentrer dans les téléphones sans l'autorisation d'Apple et Google. Ouais. Donc, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on propose d'autre ? Et c'est sûr que ce sont des moyens de paiement très fluides, en revanche. Comment les banques s'organisent face à ça aujourd'hui ? Vous voyez des initiatives intéressantes ? Il y a énormément d'innovations sur les paiements dans les banques aujourd'hui. On parle des wallets, mais on parle aussi de tous les nouveaux services qui arrivent. On a parlé du fractionné, il y a l'instant paiement, il y a le request to pay qui arrive aussi. Qu'est-ce que c'est ça ? Expliquez-nous. L'instant paiement aujourd'hui, c'est un virement très rapide, limité sur un montant, mais qui vient concurrencer un petit peu ce que l'Europe n'avait pas aujourd'hui, que l'Europe en règle générale n'avait pas sur tous ces pays, puisqu'en Angleterre ou en Suède, il y avait déjà des paiements très rapides, des faster payments et ainsi de suite. C'est aussi très intéressant d'utiliser ces types de paiements quand on veut être sûr de toucher un argent rapidement sans faire le chèque de banque. Ça vient un petit peu aussi parce qu'on n'a pas parlé des chèques, on n'a pas parlé de la monnaie, mais il reste encore tous ces moyens de paiement. Et toutes ces innovations, en fait, faites dans les banques, c'est aussi, quand on parle de dépenses et de limiter la fraude, sont aussi pour ça. C'est-à-dire le chèque, il y a encore beaucoup de chèques qui passent aujourd'hui. Le type, on n'en parle plus, mais il y en a encore beaucoup. À côté de ça, toutes ces innovations dont on parle aujourd'hui viennent aussi pour couper ces moyens de paiement. Donc tous ces nouveaux paiements, request to pay Et alors request to pay, qu'est-ce que c'est ça ? Alors le request to pay, on va pas rentrer trop dans... Très rapidement, on arrive à la fin. C'est une nouvelle moyen de paiement, c'est-à-dire qu'on appelle plutôt, c'est l'équivalent, on peut dire ça un petit peu comme un direct débit, on va appeler, on va initier le paiement comme on faisait un prélèvement, mais d'une manière différente. L'instant paiement, il va permettre aussi, si on revient sur l'instant paiement, parce que lui, il est vraiment pour tuer le chèque.
C'est vraiment, je pense, si on peut diminuer encore le chèque aujourd'hui, l'instant paiement sera celui qui pourra peut-être arriver à tirer vers le bas, vers le zéro, le chèque. Ce qui fait que les investissements qui sont faits aujourd'hui en termes d'innovation dans les banques sont coûteuses au démarrage, mais sont aussi pour limiter ces risques de fraude, tuer ces services dont on a utilisé et réutilisé et qu'on n'arrive pas à couper. Et demain, on arrêtera le papier et on arrêtera des choses. Donc ces innovations qui arrivent aujourd'hui, elles sont pour nous importantes parce que ça nous permet de voir des choses qu'on n'imaginait pas voir. Et c'est un petit peu comme le magnétoscope avec les lecteurs de Bon, Blu-ray. mais à un rythme tranquille de mise en application de ces nouvelles mesures. Merci beaucoup à Grégoire Bourdin, président de iPay, et Olivier Lefebvre, directeur de la practice paiement et cash management chez Asana Consulting Group Finnegan. Juste après la pause, on va s'intéresser au monde du libre, comme régulièrement, et on va voir s'il y a une vraie ou fausse préférence au libre qui est faite par la France et les services publics.